suis heureux de vous présenter Alexandre Stopnicky, le directeur du MBA spécialisé MCI de l'Institut Léonard de Vinci. J'ai connu Alexandre il y a 25 ans, l'âge de ma fille. Je montais une activité pédagogique sur le digital. J'ai donc tapé sur Google « Comprendre la publicité » et la première réponse était Alexandre Stopnicky, qui avait monté à l'époque la première régie publicité sur Internet. Je me souviens avec émotion, Alexandre, du robot de veille, des bandeaux publicitaires que tu avais monté. Et puis, il a ensuite développé des activités pédagogiques, mais c'est aussi un serial entrepreneur dans le domaine des médias et des news, dans le domaine de l'art, de la photo, de la musique, du jeu vidéo et de l'IA, je crois, même maintenant. Et c'est cet entrepreneuriat qui, pour moi, symbolise l'ADN du digital. Je suis donc très heureux de retrouver Alexandre aujourd'hui. Eh bien bonjour, moi je vous présente Vincent Montet, qui travaille aussi dans le digital depuis 25 ans, parce qu'il a tout à fait rajouté que ça faisait un petit bout de temps qu'on travaillait ensemble, mais c'est vrai, on s'est croisés il y a déjà très longtemps. Toi aussi tu as monté des startups et tu as fait pas mal de choses dans le digital. À l'époque, tu m'as proposé d'intervenir dans des écoles et grâce à toi, j'ai eu le coup de foudre en fait de ce qu'on pouvait faire dans les écoles, venir transmettre en fait ce qu'on avait appris. Effectivement, au sein de ma régie publicitaire, j'avais envie d'expliquer tout ce qui se passait dans le digital. Et grâce à toi, on a monté des programmes ensemble qui étaient précurseurs, parce que c'était il y a plus de 20 ans. Donc à l'époque, on ne parlait pas vraiment de digital, on parlait de numérique, on parlait de multimédia. Et donc on a mis en place des programmes particuliers, complètement adaptés. Donc grâce à Vincent, il a inventé aussi toute une façon d'enseigner le digital pour que tous les étudiants puissent fonctionner. Et puis, ça a tellement bien fonctionné qu'on a monté aussi, on a travaillé ensemble dans des agences, parce que moi, je travaille dans les startups et tu travailles dans les agences. Donc, tu as dirigé de très belles agences digitales avec de super prestigieux clients. Tu as travaillé dans le SaaS aussi, donc tu as eu beaucoup de vie dans le digital. Et puis, on a continué à développer des activités pour justement ne jamais perdre la main. Tu as toujours aussi participé aux plus grandes manifestations du digital au sein de l'IAB, au sein d'un certain nombre d'organismes où tu as toujours eu des postes à responsabilité, ce qui t'a permis aussi de bien appréhender ce marché du digital et de le compléter en permanence. Aujourd'hui, tu continues à développer cette activité de formation, avec des activités de formation avec de nombreux étudiants qui passent dans ce modèle que tu as inventé il y a très longtemps et que j'ai eu le plaisir de suivre à partir des années, il y a une vingtaine d'années maintenant. Ça fait une vingtaine d'années. Vous avez donc deux dinosaures, mais qui ont su rester jeunes dans le domaine du digital. Et c'est ce qu'on va vous retransmettre en quelques minutes. C'est non pas nos programmes et on est les plus beaux, on est les plus forts, mais la grande question post-Covid, à travers la digitalisation du monde, c'est qu'en est-il du digital, où en sont les métiers et que va-t-il se passer? C'est ça, on a envie de vous parler de plusieurs choses. Effectivement, la question qu'on se pose quand on fait une formation, eh bien, il faut que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut gagner en compétences pour trouver le job de ses rêves. Et pour trouver le job de ses rêves dans le digital, c'est possible. Il y a peut-être des métiers où c'est plus compliqué. Aujourd'hui, on le sait tous, quand on a commencé, ce n'était pas évident de parler de digital, personne ne nous écoutait. Aujourd'hui, on ne parle que de digital. Et tout le monde a compris que les rouages du digital étaient particulièrement bien implantés maintenant dans tous les rouages de toutes les entreprises. Donc, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, ce sont des programmes qui sont particulièrement adaptés à ce qu'on doit apprendre. Et donc, ce qu'on a envie de parler aujourd'hui, ce dont on a envie de parler aujourd'hui, c'est de plusieurs choses. Un, quels sont ces métiers qui existent dans le digital? Tu vas peut-être nous les classer, puis nous les lister de façon un peu plus claire. On voudrait parler aussi de qu'est-ce que ça change, le Covid. On voudrait voir un petit peu s'il y a eu des changements ou pas, et s'il va y avoir un après-Covid. Ça, c'est aussi une question fondamentale. Puis on va parler de plein d'autres choses, bien évidemment. On peut dire quand même, dans cet environnement, cette année, les investissements publicitaires dans le digital, c'est 6 milliards. Il y a 5 ans, c'était 3 milliards. Fois 2. Ce n'est pas 3 milliards supplémentaires du marché publicitaire qui sont apparus. Ça a été mangé sur les autres activités. Donc la question, elle n'est pas est-ce que je veux travailler dans le digital? La question, elle s'adresse à tous les étudiants qui veulent travailler dans le marketing et la com. C'est le premier levier d'investissement dans la publicité. Donc si je ne maîtrise pas le digital, je ne maîtrise pas finalement le secteur du marketing et de la communication. Ça, c'est notre conviction. C'est ce qu'on appelle l'AdTech, première famille de métiers, tout ce qui est la création de trafic, exister, faire venir. Et là, c'est un monde incroyable qu'on peut évoquer en quelques secondes. Alexandre, l'AdTech.
Bah, la tech, ça bouge, ça évolue. Il y avait de plus en plus de possibilités. Aujourd'hui, on sait très bien que la radio, la télévision aussi, tout se numérise. On a de plus en plus de sources de revenus qui viennent des annonceurs qui se positionnent donc sur ces métiers du numérique. Et effectivement, on est sur des marchés qui continuent d'évoluer, puisqu'effectivement, il va y avoir maintenant des choses qui vont encore révolutionner et bouleverser ces métiers. On va parler d'intelligence artificielle pour automatiser encore certains process. Et puis, il y a quand même deux gros acteurs qui sont arrivés et qui ont mis un pavé dans la mare, qu'on connaît tous, qui sont Facebook et Google, et qui ont révolutionné et qui, à eux seuls, occupent une place quand même plus qu'importante. Sur les 6 milliards, en fait, c'est 68% de ces 6 milliards qui vont à Google et Facebook, facturés en Irlande. Salutations à mes amis fiscalistes. Vous comprendrez pourquoi l'Europe se réveille. Évidemment qu'au cœur de nos formations, Google et Facebook, les groupes, il ne s'agit pas que des marques, parce que derrière il y a plusieurs marques, sont des usages plus qu'importants. Vous avez, en résumé, tous les métiers de la création de trafic. Je peux soit me spécialiser dans un levier, je vais être manager des campagnes d'achat de mots-clés ou affiliate manager, manager un réseau d'apporteurs d'affaires électroniques, mais je peux être un spécialiste du référencement naturel. Et Alexandre et moi, surtout nos étudiants, on voit pendant l'année, hop, ils prennent un levier, c'est ma passion, ils vont chercher le stage et derrière, ils déclinent ce métier. Mais je peux aussi avoir un métier beaucoup plus généraliste de chef de projet, où là, je suis un chef d'orchestre des différentes ressources. C'est la première famille de métiers qu'on peut identifier. C'est beaucoup d'acteurs. Le collectif pour les métiers du marketing digital, le CPA, à cartographier les acteurs de la performance. On est à plus de 130 acteurs et je pense qu'il y en a 30 qui vont disparaître dans les 6 prochains mois et 30 qui vont apparaître dans les 6 mois suivants. Donc c'est toujours un monde en devenir, c'est ce qui est passionnant dans notre secteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dehors de tout ce qui est création de trafic comme métier? Alors, il y a aussi des métiers que nous, on utilise qui sont... il y a des développeurs, donc évidemment, il y a tous les métiers autour du développement. Alors ça, ce sont des formations qui existent, qui vont assez loin d'ailleurs. Il y a une école qui existe, qui n'est pas la nôtre du tout, qui s'appelle l'école 42 et qui a rendu célèbre le code dans le monde entier. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé récemment ce qu'est en train de faire Xavier Niel, mais il est en train de créer une école des agriculteurs. Donc c'est quand même très fort. Il passe des agriculteurs aux développeurs comme ça de façon très forte. Ça veut dire qu'il y aura sûrement du 2.0 aussi chez ces agriculteurs. Donc vous voyez, le digital va servir et va nourrir l'intégralité des métiers. Tous les métiers sont impactés. Donc là, on parlait de la publicité, mais ce n'est qu'un petit espace de tout ce qui existe dans le digital. Il y a d'énormes leviers qui vont permettre, quoi qu'il arrive, d'avoir des réflexes et de faire son métier en utilisant le digital. Et donc, on peut aussi bien être médecin qu'agriculteur, on peut être pharmacien, on peut travailler à peu près tous les domaines. On va avoir besoin de ces leviers et c'est ce qu'on va vous apprendre dans nos formations. Ce n'est pas simplement des formations qui répondent à des problématiques techniques, ce sont des formations qui vont répondre à des problématiques généralistes de l'usage du digital, quel que soit le métier qu'on va pratiquer. Tu as dit le mot-clé pour quand on rencontre des gens qui nous posent des questions, pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas tout ça, le digital égale la technique ou l'informatique. Alexandre et moi, en fait, on n'est pas du tout scientifiques. Si je ne me trompe, on vient du commerce et de la communication. Et comprendre que le digital devient une brique avec ma première histoire, je viens de la médecine, je viens de l'agriculture, je viens de la philosophie, je viens du contrôle de gestion, je peux aujourd'hui absolument trouver un métier, voire exercer mon ancien métier, mais qui s'est digitalisé. On va y arriver encore plus avec le Covid. Et donc, je vais me différencier sur les CV, parce qu'à un moment, quand 30% de mon activité minimum devient digitale, la différence de recrutement, elle se fait sur ces compétences-là. Donc en fait, on pourrait parler des métiers en détail et évidemment les lister avec leurs spécificités. Mais il faut savoir, et vous le savez déjà, ça évolue et ça va évoluer en permanence. Donc il ne suffit plus simplement d'avoir des compétences techniques ou des compétences fortes sur une activité. Il faut avoir une vision 360. Il faut être capable d'embrasser ce qui va changer aussi. Il faut être capable d'évoluer aussi vite que le digital. Et le digital évolue puisqu'il y a des algorithmes de Google qui nous font la pluie et le beau temps. D'un seul coup, le SEO, c'est ça. Et le lendemain, c'est autre chose. Donc juste avec des changements d'algorithmes. Donc ça, il faut qu'on apprenne à des générations comment être agile avec tous ces outils qui vont changer en permanence. Donc la technique, c'est bien. Ce qui compte aussi, c'est cette agilité qu'on va proposer à nos étudiants pour qu'ils aient des réflexes et qu'ils sachent même s'auto-former. On leur apprend à apprendre. Agilité qu'il faut d'ailleurs surveiller dans les différentes formations qui existent sur le marché. Et ça, c'est un point commun qu'on a ensemble, c'est de n'avoir que des professionnels, d'être dans le secteur et donc de rien enseigner comme l'année dernière.
et de chaque année changer notre programme, c'est ce qui nous passionne. Sinon, vous savez quoi, hein, il y a plein de formations online, très très bien, vous vous formez, sauf que là c'est du temps long, c'est le temps humain, et puis c'est cette rencontre avec les gens qui font le digital. Et d'ailleurs, il y a des cours qu'on ne peut plus enseigner avec Alex, parce qu'on n'est plus dedans. Hein, dans des hyper spécialisations, on le faisait il y a 10 ans, mais là, plus possible. Donc ça, c'est extrêmement important que les programmes qui vous intéressent soient toujours en devenir, toujours en état de veille. Ça se surveille assez facilement en termes de critères pour voir si tout va bien. En tout cas, chez nous deux, c'est ce qui nous passionne et c'est ce qui fait notre ADN. Et on entend plein d'étudiants qui nous disent « je ne me sens pas légitime, j'ai déjà fait un peu de pub, j'ai déjà fait du SEO, j'ai déjà fait du SEA, j'ai déjà fait pas mal de choses, mais je ne me sens pas encore légitime ». Et on est là aussi pour rassurer les étudiants, pour leur montrer que personne n'est vraiment légitime. Nous, le mot expert, on l'a un peu banni parce que c'est un mot, ça change vite, hein, on est expert et le lendemain on ne l'est plus. Donc ce qui est beaucoup plus important maintenant, c'est encore une fois de revenir sur cette agilité pour devenir à nouveau expert, quelle que soit la nouveauté, quel que soit ce qui va arriver. Et on parlait du code il y a quelques minutes. Aujourd'hui, il y a une nouvelle technique qui est en train d'arriver, ça s'appelle le no-code. Et on parle beaucoup de no-code en fait, c'est-à-dire que grâce aux intelligences artificielles, grâce à de nouveaux outils, n'importe quelle personnalité du marketing va pouvoir faire une application clé en main, complète, qui fonctionnerait comme avec un codeur. Donc on va s'affranchir encore une fois d'un certain nombre de barrières techniques qui existaient pour pouvoir utiliser des outils et s'en servir, quel que soit le métier qu'on va avoir à pratiquer. Ça fait partie des rouages et des bases de nos formations. Et ces métiers, ils s'adressent qu'aux jeunes? Point d'interrogation. Ah, pas du tout. Tu le sais très bien. Oui. C'était une bonne question. Je te remercie de me l'avoir posée, comme dirait l'autre. Donc, non, bien sûr. Préparé, hein. Bien sûr que non. Aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. Et tu vois, on peut être vieux et enseigner le digital d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Ça nous remet en question en permanence. Moi, je passe au moins 2 heures par jour minimum à faire de la veille. Minimum. Alors, c'est la nuit plus que le jour d'ailleurs. Mais effectivement, pour apprendre, il n'y a pas de miracle. On a une information qui est extraordinaire. Elle est à portée de clic. Ça n'existait pas avant. Hein. J'ai connu, alors je ne dois pas le dire, on le coupera peut-être au montage, hein, mais l'encyclopédie universalis. Toi aussi, tu as connu ça. Hein. Bon, ça va, alors je me sens mieux. Mais effectivement, aujourd'hui, quelle que soit la question qu'on va poser à Google, si tu n'as pas trouvé, c'est que tu as mal cherché. J'aime bien dire ça de temps en temps. Donc, tout existe en fait. Donc, c'est une question d'effort à faire pour aller chercher de l'information et se former. Mais tu as raison, on peut se former avec une vidéo. Ça ne suffit plus. On peut se former avec une vidéo, mais on a besoin d'un accompagnement, on a besoin de rassurer les étudiants, on a besoin de les emmener sur le terrain qui est le plus adapté, on a besoin de les coacher, on a besoin de les accompagner. Ça, c'est quelque chose de très important que je ressens de plus en plus fort. Et en période de Covid, évidemment, on a encore plus besoin d'être présent pour aider nos étudiants. Surtout qu'avec son potentiel, le digital permet à chaque étudiant, on l'a dit tout à l'heure, de présenter sa singularité. Et c'est pour ça qu'il faut être coaché, accompagné. C'est compliqué de se connaître, même quand on a 40 ans et qu'on a de l'expérience, pour projeter, on a des biais cognitifs, on a son passé, sa culture, alors que le digital balaye beaucoup de choses, ou en tout cas secoue beaucoup de process classiques. Et ça, c'est un point extrêmement important sur les métiers du digital. On y reviendra peut-être dans quelques minutes en conclusion tout à l'heure sur les soft skills. Mais ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est tu me disais, est-ce qu'on peut être plus âgé? Alors, à quel âge on est plus âgé? Ça, c'est aujourd'hui, hein, on ne sait pas trop. Mais admettons que vous ayez une quarantaine d'années, donc vous n'êtes pas considéré comme le plus junior du monde, à partir de 40 ans, bien sûr. Bien, en fait, on peut avoir des avantages énormes, justement, avoir un bagage intellectuel, avoir travaillé dans des entreprises, avoir compris les rouages d'un COMEX, avoir aussi mis en place des actions de communication traditionnelles. Et ce bagage-là, dans nos formations, eh ben, on apprend à le garder, on s'en sert en fait. C'est un tremplin, c'est ce qui va permettre de rebondir en utilisant maintenant plus de digital pour être encore plus souple, plus agile. Par contre, il y a quand même des révolutions, tu le sais très bien. Les startups nous imposent des modèles très différents. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas imaginé un jour qu'on allait bouleverser le monde des hôtels. Il y a Airbnb qui est arrivé. On n'avait pas imaginé qu'on allait bouleverser les plateformes et on pourrait tout acheter sur Internet, sur Amazon et sur d'autres plateformes. Tout ça, quand on disait il y a des années, tu vas acheter des chaussures sur Internet, on me regardait, Alex, t'es fou. Jamais j'achèterai de chaussures. Il faut les essayer. Vous voyez donc, nous, ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est à arrêter de dire jamais et à leur dire quand est-ce que ça va arriver. Et à leur montrer ce qui peut arriver, ce qui ne peut pas arriver, et leur donner le sens critique. Évidemment, chacun peut dire « je fais pas ». Et quelqu'un qui est senior a un bagage très important qu'il va pouvoir utiliser. Alors c'est vrai que pour postuler un stage, ce n'est pas toujours évident. C'est une autre démarche. Tu as dit « jamais ça arrivera ». Le Covid est arrivé. Qu'est-ce que ça a changé pour nous? Vous l'avez peut-être vu en chiffres. Quelques de mémoire.
quelques points forts qu'on a vu passer. D'abord, un tweet d'avril l'année dernière qui a fait le tour du monde. Qui est le lead de la transformation digitale dans l'entreprise? Est-ce que c'est le boss? Est-ce que c'est le patron technique? Est-ce que c'est le CDO? Et puis, il y avait un quatrième choix, Covid, qui est en fait le grand transformateur. On aurait, moi le premier, jamais imaginé pouvoir dispenser l'ensemble de 100% de nos cours, de nos centaines d'étudiants en distanciel. Vous n'auriez jamais imaginé, pour celles et ceux qui travaillent, passer 100% de votre temps en télétravail. Et il y avait comme ça, dans l'e-commerce, les business, des pans entiers qui n'étaient pas encore activés. Je pense à celui de la santé, aux besoins physiologiques. L'e-commerce de tout ce qui était nourriture et food n'était pas très développé. Et puis, si vous regardez tous les chiffres de croissance depuis avril dernier, les deux grands secteurs, c'est le food et la santé. La livraison à domicile. Et la livraison à domicile. En fait, il n'y a aucune activité humaine aujourd'hui qui ne se soit pas digitalisée. Ouais. Si vous n'avez pas conscience de ça, on ne vit pas dans le même monde. Ça, c'est notre conviction et on le voit tous les jours. On a moins l'objection d'ailleurs, est-ce que j'ai besoin du digital dans ma carrière? Aujourd'hui, on peut poser la question inverse. Si tu n'as pas de digital, ça va être très compliqué. Par contre, ce n'est pas une matière en fait toute seule, le digital. Elle ne peut se concevoir qu'à travers tout ce qui peut exister aussi comme autre métier, comme technique. Et en fait, c'est ça en fait maintenant ce qui change tout, c'est qu'on a fusionné la partie digitale à la partie moins digitale et c'est ça qui fait que ça devient un outil agréable et c'est ce qu'on vous apprend dans nos formations bien sûr, c'est à travailler avec tous ces outils qui existent et qui sont disponibles. Ça serait dommage de s'en priver. Et l'évolution des métiers amène en effet, en dehors des métiers qu'on vous a décrits, très marketing comme digital, tous les métiers qui accompagnent la transformation digitale. Beaucoup de retailers, les grands distributeurs, les magasins, bon, il faut bien se réinventer. On va avoir évidemment l'e-learning, on va avoir plein de secteurs qui recherchent souvent des gens qui viennent du marketing et de la com parce que c'est eux qui ont subi la transformation digitale la plus violente. Ça fait 15 ans qu'on a passé ces 6 milliards, comme je vous ai dit, ils ne seront pas apparus nulle part. On les a bien pris quelque part. Donc ça, c'est assez clair. Mais on voit une vraie évolution avec Alexandre depuis 4-5 ans maintenant. Allez, un bon quart, un bon tiers de nos étudiants, ou alors après 2-3 années d'expérience, qui vont finalement, à l'intérieur de l'entreprise, être le chef de projet, ce qu'on appelle un POC, Proof of Concept, de dire, allez, on va tester ça et on va transformer. La question qu'on se pose d'ailleurs, où est-ce que je vais travailler à la sortie d'une formation digitale? Dans une agence? Dans un grand groupe, dans une PME. Alors ça n'existait pas comme choix. Ça revient à la mode d'aller travailler dans des petites structures, c'est possible. Mais les grands groupes, on garde encore aussi énormément d'avantages à aller travailler avec une belle structure pour pouvoir évidemment déployer plein de choses. On peut travailler dans une start-up, on peut travailler dans une régie. En fait, ce qui est génial, c'est que quand on apprend le digital, on peut aller bosser où on a envie de bosser. Par contre, il y a une nouvelle tendance que tu dois aussi constater, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas aller bosser dans une entreprise, mais qui veulent être indépendants. Ils veulent être autonomes et ils veulent être capables de proposer des facturations, des services. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se pousser. Alors attention, tout le monde ne peut pas faire ça, je vous rassure, parce qu'effectivement, ce n'est pas si simple de trouver des clients. Il n'y a que ceux qui ont essayé qui le comprennent. Ce n'est pas si simple d'avoir des clients, mais potentiellement, c'est possible. Et on voit des grandes réussites de gens qui deviennent des consultants, qui travaillent pour des grandes marques et qui n'ont pas de N+1, comme je l'entends souvent. Ils sont contents de ne pas avoir de N+1 et qui sont capables justement de mettre à profit tout ce qu'ils ont appris dans nos formations. C'est vrai, aux soutenances dernières de novembre de notre stage des étudiants de l'an dernier, il y en a plusieurs qui ont refusé des jobs et qui ont dit non, je vous facture. Voilà. Même pas peur, j'y vais et j'entreprends. Il faut dire que dans le digital, l'entrepreneuriat est dans l'ADN. Il n'y aurait pas Google et Facebook. Ce n'est pas les empereurs de l'ancien monde qui ont créé le digital, c'est les entrepreneurs. Donc on a en effet cette tendance-là, et puis certains qui vont lancer même des boîtes, au-delà du consulting, de très belles aventures entrepreneuriales, avec persévérance, parce que c'est, je crois, la qualité première, surtout en ce moment. Oui, ce n'est pas la plus grande tendance de nos formations en tout cas. On a 5%, peut-être maximum 10% dans les bonnes années d'entreprises qui se créent suite. En revanche, beaucoup d'étudiants vont travailler dans des entreprises qui viennent de se créer, avec des associés en mode start-up. Ça, il y en a énormément, parce qu'effectivement, on peut le faire ça. Et puis, on voit que malgré la crise, il y a de nombreuses startups qui ont levé beaucoup d'argent. Et donc, il est bon d'aller travailler aussi dans des entreprises qui ont des nouveaux modèles économiques et être armé avec nos formations de compétences qui nous permettent justement d'aller travailler quel que soit le sujet au marketing, à la communication, aux sales, peu importe, on peut tout faire en fait. C'est ça qui est génial. Le potentiel, il est là dans le digital. On peut tout faire, c'est ça qui est formidable. On peut choisir en fait, ce qui est compliqué à comprendre. Oui.
Si vous faites boulanger, j'adore les boulangers et c'est un super beau métier, mais vous faites boulanger. Sauf si vous montez des entreprises autour de la boulangerie. Dans le digital, on ne sait pas ce qu'on va faire demain. On pourra complètement changer. Et ça, c'est très agréable, je pense. Par contre, ça a un défaut. Le revers de la médaille, c'est qu'on est en permanence en train d'évoluer. Donc, je ne conseille pas du tout les métiers digitales à ceux qui veulent pas évoluer. Il faudra évoluer tout le temps, il faudra vous remettre en question, il faudra apprendre de nouvelles choses. Et ça, c'est difficile par contre, c'est vrai. Ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Non, de l'intérêt aussi d'être dans une formation qui a des communautés d'anciens, d'intervenants, qui ait des ADN familiales. Parce que dans le digital, on ne fait rien tout seul. Et le carnet d'adresses, quand vous sortez de chez Alexandre ou de chez moi, c'est une valeur ajoutée. Chez nous, on appelle ça des cousins. Phénoménal. Carrément, on va jusque-là, tu vois. Au cousin germain. Et puis, oui, il y a des compétences techniques, métiers, il y a des certifications que vous passez chez Alexandre, chez moi, métiers qui sont validés. Mais il y a aussi un point très important, et là encore on se retrouve avec Alexandre, c'est ce qu'on appelle les soft skills, le savoir-être. Oui, alors ça c'est très important, puisqu'en fait les entreprises ne recrutent pas que des compétences. Les compétences vont changer. Vous apprenez à faire du SEO ou du SEA, et puis dans 6 mois, il faudra apprendre autre chose. Donc, de toute façon, ce qu'il faut, c'est plutôt avoir les techniques qui vont vous permettre de faire de la veille, de vous auto-former, d'être capable tout seul de comprendre ce qui va se passer demain, d'anticiper un petit peu. Donc, on passe beaucoup de temps à continuer à se former. Donc, les soft skills, c'est plein de compétences qui étaient moins bien perçues. C'est-à-dire, ce qui est le plus important, c'est de travailler en groupe. Donc, s'il y a de l'empathie, si on est capable de comprendre les personnes qui travaillent avec vous, c'est aussi important que de savoir faire du SEO. Ouais. Le SEO, on pourra taper sur Google, avoir une info, donc on pourra trouver la réponse. Donc, ces soft skills sont essentiels et Vincent fait ça depuis de nombreuses années. Quand on travaillait ensemble, il le faisait déjà. Donc, ça fait partie des choses qui sont des fondamentaux. Le savoir-faire, c'est important, mais le savoir-être, comme tu as toujours dit, c'est encore plus important. Et pour ce faire, je crois qu'on a tous les deux dans nos programmes, nos étudiants, ils sont plongés non pas dans des simulations, mais dans le business, avec les acteurs du business, avec des rendus. Ils sont sur les genoux, tu disais, sens du travail, voilà, c'est notre réputation. À un moment donné, il va falloir s'exercer pour développer ce savoir-être. Autre savoir-être alors c'est la grande question. Ah ouais, mais s'inscrire dans le digital pour suivre encore des cours à distance l'année prochaine, est-ce qu'on va être confiné? On n'en sait rien. En tout cas, on a vécu 1 an et demi full distanciel avec des étudiants certes fatigués, mais tenaces et plus qu'heureux. C'est sûr, on en a marre quand même, on est d'accord là-dessus. Là, on est à une période, il faut que ça change. Mais ce qu'il y aura de commun, je pense, l'année prochaine, même si on est dans un monde normal, c'est qu'on va garder un certain nombre de pourcentages de nos cours en distanciel. Parce que cette capacité de s'exprimer face caméra, cette capacité de faire des slides, de présenter sur Teams, sur Zoom, ça devient dans l'entreprise un savoir-être. Vous l'avez tous vécu, c'est une cata. On voit des choses, des postures et des réunions d'animation. Voilà, nos étudiants, à force de travailler avec ça, ils déboulent dans les entreprises. C'est un savoir-faire de pouvoir animer tout ça. Et ça, c'est une vraie différence avec, encore une fois, les catalogues de formation online qui sont très techniques, mais qui ne vont pas vous expliquer la vie du digital. Et à ce propos, nous, on a inventé un mot, en fait, on appelle ça des e-talents. C'est-à-dire que l'objectif, quand on rentre dans nos formations, c'est de devenir un e-talent. Alors, ça veut dire quoi un e-talent? Justement, c'est d'avoir des compétences techniques, mais aussi toutes ces soft skills. Ça va de choses très simples. Quand vous faites une visioconférence, si vous n'avez pas mis d'éclairage, si vous avez votre tête qui est complètement enfoncée comme ça, et c'est ce qu'on voit tous les jours, ou si le son est pourri, on explique à nos étudiants qu'à un moment, il faut avoir un comportement. Tu veux dire comme ça ? Ouais, un truc comme ça, quoi. Hello. Donc effectivement, ça, c'est des choses toutes bêtes, qui sont des réflexes. Et je suis toujours surpris de voir à quel point les gens ne sont pas conscients de ce genre de choses. Ça, c'est des soft skills nouvelles qu'on est en train de créer parce qu'il va falloir savoir travailler avec ces outils. Parce que même si demain, on est tous vaccinés et que tout va bien, et c'est ce qu'on souhaite tous, on n'en peut plus de tout ce qui s'est passé cette année. Les étudiants, ils sont vraiment à bout, là. Ils ont envie de se voir, ils ont envie d'être physiquement ensemble. D'ailleurs, je les plains parce qu'on n'a pas vécu ça, nous. Ils vivent aujourd'hui des formations, c'est déjà compliqué ce qu'on leur demande de faire, mais en plus, on leur demande de rester à la maison avec les enfants, etc. C'est dur. Eh bien, on leur demande aussi de s'habituer à ce nouveau comportement, ces nouveaux usages de travail, ces nouvelles façons de penser. Et on est en train de tout inventer. Et c'est un bon critère, le bien-être des étudiants. Interrogez-vous, quand vous choisissez une formation, comment sont traités les étudiants. Pas ils ont un bon prof, une bonne pédagogie. C'est dans le monde dans lequel on vit, cette dernière année, soit de reconversion, soit de 5e année de votre parcours initial, c'est un investissement en temps, en argent
non négligeable. Et c'est cette dernière chance, en tout cas nouvelle chance, il faut qu'il y ait l'ensemble de ce dispositif humain autour. C'est en tout cas un des critères que je prendrais pour ma fille. Alors tu parles de ta fille, hein. Moi mon fils il fait la formation en ce moment, ce qui prouve quand même que c'est possible. Les Donc, miens, ouais, les pères, voilà. Bon. Je crois qu'on arrive doucement à la fin. On peut chacun avoir un mot de conclusion. D'abord, merci de votre écoute là dans ce second live. Bientôt avec nos avatars. Vous ne vous trompez pas, c'est-à-dire que ne vous trompez pas. Prendre le digital, ce n'est pas prendre la bulle e-business et des geeks. Prendre le digital, c'est prendre le seul secteur en croissance en ce moment et qui est transversal, à la fois hyper spécialisé et transversal et qui vous ouvre tout un potentiel d'employabilité. Et on est heureux avec Alexandre de pouvoir offrir ça au marché aujourd'hui. Oui, c'est vrai que nous aussi, on a le hashtag Même pas peur, c'est quelque chose qu'on utilise souvent. Là, merci d'Universal de nous faire encore quelque chose d'intéressant, puisqu'on va vivre une aventure nouvelle, là, un salon virtuel en 3D, donc ça risque d'être très sympathique. On va vérifier encore qu'on peut se parler comme ça et qu'on reste quand même des humains. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient qu'on soit que humains, mais on vit dans un monde digital. On peut aller vivre sur une île déserte et arrêter totalement le digital, et tout le monde peut le faire, c'est pas interdit non plus. Par contre, si on veut vivre dans le monde d'aujourd'hui, on est obligé effectivement de devenir un talent, on est obligé de comprendre le monde qui nous entoure, on est obligé de comprendre quelles sont les limites du digital, parce qu'il y en a plein des limites bien sûr, et aussi quels sont les outils fantastiques et les opportunités de carrière que nous offrent ces outils digitaux. Et c'est ce qu'on mettra en valeur en permanence. Vincent, comme moi, on passe notre temps à discuter avec du monde, que ce soit des gens des RH, que ce soit des startups, que ce soit des agences, pour comprendre ce que veulent aussi le marché, ce que veulent les recruteurs, quel type de profil. Et on construit nos formations quasiment en temps réel, on les adapte, on fait du test and learn par rapport à ce qu'on entend pour justement répondre à ce que veulent nos étudiants, bien sûr, et aussi à ce que veut le marché. Merci encore. Merci, et puis on se retrouve très bientôt dans la vraie vie aussi. Ou sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Clubhouse, WeChat, TikTok, Instagram, Telegram, Pinterest, on en passe. Et les meilleurs. Switch. Twitch. Merci, au revoir. À bientôt.